Vous avez surtout signé cette enquête avec Christophe Dubois, justement sur cette affaire. Ça s'appelle La part du diable, le pacte secret entre Lafarge et Daesh chez Stock. On vient d'entendre Valentine, on ne connaît pas encore les peines précisément, mais déjà la reconnaissance de culpabilité de Lafarge, c'est une première victoire. C'est une première victoire pour effectivement les parties civiles qui attendaient beaucoup de ce jugement. Vous y étiez il y a quelques minutes. J'en sors, voilà, absolument. Donc on n'a pas les peines. En revanche, on a eu une très longue lecture du jugement par la présidente Isabelle Prévost-Després. Et là, on a bien compris l'esprit dans lequel les magistrats ont pris leurs décisions, c'est-à-dire il y a beaucoup de morale en fait parce que cette entreprise s'est quand même installée dans une zone qui était en guerre, où le terrorisme montait et où la justice a considéré qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. 8 ans et demi d'enquête pour en arriver à ce procès donc, qui s'est tenu en fin d'année auquel vous avez assisté. Est-ce qu'évidemment, vous parlez d'une affaire d'État? On va rappeler pour les téléspectateurs de quoi est accusé précisément le cimentier français. Le cimentier français est accusé, et là il a même été visiblement condamné en première instance, pour avoir financé des groupes terroristes, 3, dans lesquels il y avait notamment Daesh, l'État islamique, et puis pour avoir violé également des sanctions internationales qui interdisaient de commercer avec ces groupes précisément. C'était en 2013-2014 et l'objectif pour Lafarge, c'était de maintenir son activité à Djalabia, au nord de la Syrie, en dépit, vous l'avez dit, de cette guerre civile qui faisait rage. Exactement. En fait, Lafarge s'était associé avec un groupe égyptien et venait d'investir dans cette zone au nord, enfin aux confins de la Syrie, à proximité de la zone du kurde. Et elle avait investi quand même 680 millions de dollars dans cette zone. Donc l'idée, c'était de poursuivre les activités. Une cimenterie, c'est un investissement pour les 50 années à venir. Donc il y avait la volonté de rester et de développer un nouveau marché pour ce qui était à l'époque l'un des tout grands fleurons européens du ciment. Pour vous, vous parlez d'une affaire d'État pour qualifier cette affaire, parce que ce procès, c'est aussi celui du terrorisme qui a germé en Syrie et qui a frappé la France d'ailleurs juste après, en 2015. Exactement, puisque lorsque l'usine ferme et lorsque l'usine est prise d'assaut par les groupes terroristes, quelques semaines après, on a l'affaire Charlie Hebdo, on a les premiers attentats. Le 7 janvier. Voilà. Donc la défense des cadres de Lafarge a été de dire mais on ne savait pas que ça allait arriver. On était avant 2015. Or, tout le jugement qui a été lu ce matin montre qu'il y avait des tas de signaux qui montraient que ces groupes étaient en train de dériver vers le terrorisme. Il y a eu la décapitation du journaliste américain Ian Foley en août 2014. Et puis, il y avait l'affaire Nemouche, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Mehdi Nemouche. Bien sûr, cet attentat dans le TGV entre Bruxelles en Belgique. En Belgique, absolument. Donc, les germes étaient là, c'était un groupe mondial qui était informé. La justice considère qu'il savait ce qu'il faisait. Pour vous, dans votre enquête, vous estimez que Lafarge a du sang sur les mains, que le groupe s'est rendu en tout cas complice de crimes contre l'humanité ? Alors ça, c'est autre chose, le crime contre l'humanité. Il y a effectivement une instruction qui est en cours, qui implique la personne morale de Lafarge à l'époque. Mais là, on n'a pas encore de jugement, on ne sait pas où on en est. Là, on est sur des responsabilités à la fois de la personne morale Lafarge et également de cadres dirigeants. On est au cœur en fait de la décision humaine, c'est-à-dire quand on est dans un groupe important qui a une activité économique forte, est-ce que chaque individu peut se dédouaner de sa propre responsabilité et de sa propre évaluation du danger? C'est vraiment là où ce procès est extrêmement intéressant, c'est-à-dire c'est à la fois la responsabilité des entreprises, on l'a vu après par la suite quand on a eu la guerre en Ukraine avec les entreprises qui étaient en Russie, donc c'est vraiment la responsabilité économique d'une entreprise, d'un groupe, et puis la responsabilité individuelle d'un cadre. Il n'y aura plus jamais, d'ailleurs il y a beaucoup de compliance aujourd'hui dans les entreprises, et on ne fera plus jamais
on prendra plus ce genre de décision sans avoir conscience que ça peut être payé très durement et très chèrement. Oui, effectivement, et du contexte géopolitique, c'est vrai, puisqu'on continue de parler de conflits aujourd'hui encore avec le Moyen-Orient, avec l'Ukraine. Effectivement, chaque entrepreneur doit se poser aussi la question d'éventuelles complicités quand il a une activité sur place. Qu'est-ce que vous attendez très rapidement? Ce sera la dernière question de ces peines dont on ignore encore précisément quelles vont-elles être. On sait juste qu'ils ont été reconnus coupables. Il y avait plusieurs enjeux, c'est-à-dire déjà le dirigeant de l'entreprise lui disait qu'il n'avait eu accès à rien, il niait les choses. Donc là, on voit qu'il a été condamné. La justice a considéré qu'on ne peut pas être à la tête d'une aussi grande entreprise et se défausser sur ses cadres. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, ce qui reste à savoir, c'est quel va être le montant des peines et est-ce qu'il va y avoir une exécution provisoire de prononcé, c'est-à-dire ils vont sans doute tous faire appel, mais est-ce qu'entre-temps, on va considérer qu'ils doivent aller en prison ou est-ce qu'il n'y aura pas de mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Merci beaucoup Marie-Christine Tabet d'être venue sur France Info pour en parler. Évidemment, on en reparle de ce groupe Lafarge et de cette reconnaissance de culpabilité avec les peines dès qu'on les saura dans la suite de cet après-midi d'information.